quel casse-tête ce concours! Tu vas le faire, le concours de Senlis cette année? Pourquoi pas? Justement. Justement quoi? Justement, pourquoi pas, c'est le thème de cette année. Ah oui, tiens. Pourquoi pas, pourquoi pas? Après tout, c'est bien trouvé. Je crois que je vais me lancer. Tu sais ce que tu vas écrire? À Senlis, il y a de la concurrence. Il faut trouver du lourd, du surprenant, de l'original. Je pourrais essayer une nouvelle du genre fantastique. Elle commencerait comme ça. Par une nuit sans lune, un aveugle avance dans le brouillard. Il croise l'homme invisible. Et hop, il se dépasse sans se voir. Fin de l'aventure. Fin de la nouvelle, c'est nul. Pourquoi pas l'histoire du loup daltonien et du petit chaperon vert? Fais le concours, toi, si tu es si malin. Ou alors j'écris une grande saga historique et dramatique sur plusieurs générations, avec des amours impossibles, des trahisons, des réconciliations, des rixes, des guerres intestines, des grippes intestinales. Tu liras le règlement du concours, 2 pages A4 maximum, à moins d'écrire une saga minimaliste, bien compressée, avec amour furtif et guerre éclair. Bon, tu as raison. Et de la science-fiction. Imaginons un futur inquiétant, dangereux, apocalyptique, avec des caméras dans les rues, des drones, des bugs informatiques, des cyberattaques, des dirigeants corrompus, des attentats, des tonnes de plastique dans les océans, un climat détraqué. Et soudain, apparaît un virus qui déclenche une épidémie mondiale. Confinement, couvre-feu, masque, attestation. Non, c'est beaucoup trop invraisemblable. Et puis tu vas plomber l'ambiance. Les membres du jury aspirent sans doute à plus festif, plus prime sautier, plus glamour. Dans ce cas, prenons le taureau par les cornes, osons un conte érotique. Clinique des Lilas, 1h du matin. Le beau docteur Alvarez et la pulpeuse infirmière Alexandra, de garde cette nuit-là, se retrouvent dans la chambre 69, heureusement inoccupée. Alvarez se jette sur Alexandra, la bascule sur le lit vide. D'ailleurs, elle aussi est livide. L'embrasse, lui arrache sauvagement sa blouse, lui mordille les... Je t'arrête tout de suite. Senlis, ce n'est pas Babylone. Ils sont sympas, tolérants, ouverts d'esprit, mais pudiques. Oublie ces débordements. Alors un poème? Vas-y, Victor Hugo, essaye. Infrangible cosmogonie, spumescente solitude, objurgation sacrée, hiératique sollicitude, opalescente palinodie, rupestre sans licitude, brasillante flaccidité et grotesque sornitude. C'est vrai que ça en jette, ce premier couplet. On en a plein la vue. Et puis ça rime superbement. Mais n'est-ce pas un peu pointu, un peu trop absconce, élitiste et torturé? Tu devrais faire plus limpide, plus grand public. Toi, tu n'aimes pas la vraie poésie. Bon, je vais écrire une pièce de théâtre. Je suis sûre que dans les précédentes éditions du concours, personne ne l'a encore fait. Pourquoi pas? Et c'est le théâtre russe. C'est sérieux et raisonnablement austère. Et surtout, peaufine bien les personnages, Tchekhov. La comédie française te tend les bras. Acte 1, scène 1. L'action se déroule dans une framboiseraie. 2 personnages. Le père, vieil homme respectable et un peu sourd, rencontre son fils. Ivan Ivanovitch. Bonjour, mon fils. Ivan Ivanovitch Junior. Bonjour, père. Ivan Ivanovitch. Comment? Ivan Ivanovitch Junior. Je disais bonjour, père. Ivan Ivanovitch. Ah, bonjour, mon fils. Ivan Ivanovitch Junior. Où allez-vous, père? Ivan Ivanovitch. Je vais bien, mon fils. Merci. Ça manque de rythme, ça ne percute pas. L'action s'enlise, pas assez fluide. Bon, on ne va pas y passer tout le mois. On a jusqu'au 13 janvier. Je vais composer des yakus. Tu sais, les tout petits poèmes japonais. Concours de nouvelles à Senlis. 19 mars, salle de l'Obélisque. Pourquoi pas moi? Prétentieux. Trouve autre chose. C'est toujours pas la bonne recette. Tiens, c'est vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas quoi? Pourquoi pas une recette?
Une recette de cuisine. Au fourneau, Bocuse. Recette du why not à la Saint-Lysienne. Premièrement, dans un grand faitout, mais si vous n'avez pas de faitout, ça ne fait rien, mélangez 100 croissants, 10 rondelles, 9 œufs, 8 huîtres, 7 et 6 saucisses. Deuxièmement, incorporez progressivement et délicatement pulpe de poulpe, bulbe de bambou, tranches de tanche, quenelles à la cannelle, coulis de couleuvre, quetch au ketchup, papillons en papillotes, écailles de caille, oreilles d'abeille, haddock au manioc, monceau de saumon, lamelles de chamelle à la béchamel, hachis de pois chiches aux chèvres chauds et blinis de bretzel à l'ersatz de bortsch. Troisièmement, pêchez ensuite une belle carpe dans la nonnette. Quatrièmement, retirez les écailles, les nageoires, les branchies, le cartilage, les vertèbres, les arêtes, la queue, la peau, les fibres, les viscères, le cœur, le foie, l'estomac, les yeux, les mâchoires, les ouïes, les œufs et le croupion. Cinquièmement, puis jetez le reste, c'est prêt. Bon, si le jury ne trouve pas ça indigeste, pourquoi pas? Pourquoi Alice? Cela faisait une semaine que je m'étais installée dans une petite garçonnière à Paris pour essayer de vivre de ma passion, la peinture. Malheureusement, mes revenus étaient moindres. Il m'était donc impossible d'ouvrir une boutique et encore moins de posséder une galerie. Je travaillais dehors et peignais toute la journée afin que des personnes viennent admirer et acheter mes toiles. Et chaque soir, je rentrais dans mon tout petit studio et contemplais mes œuvres. D'ailleurs, j'en étais très fière. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens ne les appréciaient pas. À croire qu'elles étaient ensorcelées et qu'elles hanteraient les personnes qui les possédaient. Mais après un mois à peindre sans cesse, des événements peu communs se produisirent. Par exemple, un soir, en rentrant chez moi, je remarquai que les chaises de ma table à manger n'étaient pas dans la même disposition qu'en partant le matin. Bizarrement, il n'y avait pas que cela qui avait bougé. Une de mes œuvres s'était retrouvée près de mon lit alors qu'habituellement, celles-ci sont déposées dans mon entrée, et un de mes croissants, rapportés la veille, avait été mangé. Tous mes vêtements avaient été renversés et mes ceintures semblaient avoir été portées. Au départ, je pensais à un cambriolage, ce qui est peu probable du fait que ma porte était verrouillée, ma seule fenêtre était condamnée. Et quel voleur serait juste venu pour manger? Car après vérification, rien n'avait été volé. Les jours suivants, certaines choses bougeaient encore, mais c'était moins flagrant que le soir où tout avait été déplacé. Je ne comprenais pas comment cela était possible et je commençais vraiment à avoir peur et à ne plus me sentir chez moi. Un matin, je me réveillais décidée d'en finir avec ce mystère. Je partis acheter de quoi me nourrir tout en faisant croire que j'allais travailler pour que le malfaiteur se fasse prendre la main dans le sac. À ma grande surprise, à mon retour, en levant les yeux vers la seule fenêtre que je possédais, je découvris qu'il y avait bel et bien quelqu'un qui passait ses journées chez moi. Je montai alors les marches, 4 à 4, et me précipitai jusqu'à mon studio. La porte était toujours fermée à clé, je l'ouvris, et je reconnus instantanément la personne postée dans la cuisine. Croyez-le ou non, mais c'était une jeune femme que j'avais peinte il y a de cela plus d'un mois. Je la reconnus facilement, car elle avait de très longs cheveux bouclés, de grands yeux verts et plein d'autres traits bien distincts. Mais lorsque je passai le seuil, celle-ci fut prise d'une frayeur immense. Moi-même interloquée, je la rassurai comme je pus. Je lui dis qu'elle ne devait pas s'inquiéter et que je voulais simplement des explications. Elle me répondit alors avec sa douce voix troublée par des sentiments contraires qu'elle était désolée et qu'elle n'en pouvait plus de rester des jours et des jours enfermée dans mon tableau. À ce moment précis, j'eus la confirmation que c'était bien une de mes créations qui avait pris vie. Je lui posai alors beaucoup de questions. Comment était-elle sortie du tableau? Depuis combien de temps cela durait-il? Était-elle la seule? Et bien d'autres. Elle m'expliqua qu'au moment où je l'avais peinte, elle ne ressentait rien, qu'elle n'avait pas d'âme. Cela n'est qu'au bout d'un mois d'existence qu'elle commençait à avoir des sensations et ressentir une très grande oppression. Alors qu'elle tournait en rond dans sa toile, elle s'aperçut qu'elle pouvait en sortir. Une très longue conversation s'ensuivit qui s'étira tard dans la nuit.
et nous conclûmes de nous retrouver chaque soir pour le souper. Au fil de nos retrouvailles, elle me fit part d'un certain malaise qui s'expliquait par le fait que je ne pouvais pas la nommer. Elle émit le souhait de porter un prénom qui lui donnerait le sentiment d'exister. Et c'est ainsi que le nom d'Alice devint une évidence. C'était celui que portait ma grand-mère, aussi douce et élégante que ma nouvelle Alice. Un soir, en rentrant du travail, je lui trouvai quelque chose de différent sans pour autant pouvoir y mettre des mots. Nous dînâmes et discutâmes ensemble. La nuit tomba, elle retourna comme à son habitude dans le tableau et j'allais me coucher à mon tour. Impossible de dormir. Quelque chose m'échappait. Le sommeil me trouva au petit matin. Le lendemain, je me réveillai de bonne heure, impatient de la retrouver, mais le soir venu, Alice ne sortit plus de son tableau. Impensable. Après plusieurs heures à attendre, je commençais à me remettre en question. Avais-je fait ou dit des choses qui auraient pu l'atteindre ? Le temps s'écoulait et toujours rien, plutôt personne. Alice ne revenait pas. Mon esprit m'avait-il fait défaut ? Avais-je rêvé cette histoire ? Impossible, je l'avais vue, j'avais senti son odeur, je n'étais pas un fou. Encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, je me surprends régulièrement à être figée devant cette toile, mon regard plongé dans le sien. Je cherche toujours des réponses à mes questions. Comment cela a-t-il pu se produire ? Est-ce moi qui ai rêvé ou est-ce que cela s'est réellement passé ? Et voilà. Maintenant, vous savez pourquoi ma galerie se nomme Alice. Intéressant tout ça. Vous devriez en faire une histoire. Pourquoi pas ? Citrouille. Pourquoi pas des monstres tordus et des chauves-souris feuillues, des citrouilles terrifiantes et des araignées horrifiantes. Pourquoi pas, dans une galerie noire remplie de grimoires, des vampires sinistres et des zombies ministres. Pourquoi pas, des transformations d'habitants en loups-garous à la pleine lune et des squelettes funambules, des sorcières hurlantes et des souris gluantes. Tous déambulent sous un croissant de lune. Tous ces vagabonds partis à la recherche de bonbons cachés sous les potirons. Mais tout ça est ridicule, ce n'est qu'une sornitude. La caresse d'une rose. Ma tendre Élie. Comme tous les jours, mes yeux se sont entr'ouverts avant que le réveil ne retentisse. Dans la demi-clarté de l'aube, ma main a doucement cherché ta joue, de l'autre côté du lit, avant que je ne me rappelle que ce visage que j'ai si longtemps chéri n'est qu'un souvenir que je ne peux malheureusement plus caresser du bout des doigts. Je suis resté là, étendu, laissant le temps à ma vieille caboche de faire le point sur l'espace-temps. Se réveiller, c'est chose faite. Se rappeler que tu n'es plus là, idem. Le petit pincement au cœur d'être si vieux, également. Comme tous les jours, j'ai tenté d'extraire mon être, usé par la rouille du temps qui passe, de ce lit me semblant si vide et grand. J'ai chaussé les pantoufles que tu m'as offertes pour mon 70e anniversaire. Elles commencent à faire la tête, tu sais. L'une d'elles s'est même ouverte sur le devant. Tu aurais été très fier de voir que j'ai tenté une réparation de couture et un peu moins de constater que j'ai fini par les recoller à la glu. Je t'entendais presque me réprimander gentiment, tes yeux par-dessus mon épaule pour admirer les dégâts, mais je ne me résous pas à les jeter. Elles font partie de ma vie. Comme le fauteuil dans lequel je m'assois chaque jour pour savourer mon café et mon croissant le matin, comme le grand miroir ébréché de l'entrée, comme toute cette maison qui un jour a abrité tant de bonheur et une si belle famille. Ce n'est pas comme s'il m'avait laissé croupir là, dans cette coquille 10 fois trop grande non plus, je ne suis pas seul et même plutôt bien entouré. Ils veillent tous au grain pour que je ne manque de rien. Il y a toujours une âme bienveillante pour m'amener aux différents festins organisés par les uns et les autres, et tout va pour le mieux. J'aime que leur rire envahisse l'espace. Je regarde parfois un peu bêtement au plafond, en me demandant si de là où tu es, toi aussi, tu peux sentir la chaleur et la candeur réchauffer doucement la pièce. Mais quand le soir tombe, quand arrive le tête-à-tête avec ma soupe,
quand seul le bruit de la télé me tient compagnie, quand plusieurs jours se passent sans voir personne, là, la vie est longue. Alors il est temps ce matin que je t'ouvre mon cœur. 40 ans de mariage qui nous lient, ce n'est pas rien, et je dois être honnête avec toi. C'est limpide, je sais que tu nous as démasqué, mes banalités et moi, et que tu attends le véritable sujet, ta tête légèrement penchée sur le côté. Alors allons-y. Accablé par cette sornitude qui me pesait de plus en plus, j'ai fini par me concocter un planning de tous les diables. Lundi, bibliothèque. Mardi, club de bridge. Mercredi, les sacro-saintes commissions au supermarché, si jamais les enfants passent goûter, et ainsi de suite. Pour ne pas perdre le fil, pour ne pas tomber en désuétude. Et au bout de quelques mardis, juste le temps de faire connaissance avec ces joueurs invétérés adeptes du chelem, elle est arrivée. Nous étions tous dans la grande galerie, tu sais, celle de la salle des fêtes avec les lustres en cristal. Et la partie de cartes battait son plein quand un petit bout de femme a passé la tête par la porte d'entrée. Elle a demandé si c'était bien ici, le club de bridge, et Marc, qui n'en perd jamais une, lui a rétorqué que oui, et qu'elle était en retard. Le silence s'est fait, un ange est passé. Elle a alors serré les deux mains sur son sac, pris une légère teinte rosée et tourné les talons. Preux chevalier, tu me connais, je me suis levé et l'ai rattrapé en quelques pas pour la convaincre que nous n'étions pas tous les mufles dont nous avions l'air. Enfin, sauf Marc. Elle a souri gentiment, m'a tendu son bras et je l'ai escortée jusqu'à notre table. Et les ennuis ont commencé. Nous avons fait connaissance, comme ça, parce qu'il faut bien débuter quelque part, et les mardis après-midi se sont enchaînés. Je me suis surpris à les attendre avec impatience, au fur et à mesure que les semaines passaient. Jeanne est une femme pleine de surprises, et son petit côté décalé n'enlève rien au plaisir de discuter avec elle. Je trouvais en elle une amie drôle, sincère et émotive, qu'il me tardait alors de rejoindre l'après-midi, et qu'il m'était difficile de quitter le soir venu. Et plus nous nous ouvrions l'un à l'autre, plus je m'en voulais, tu sais. Je t'ai juré que je t'aimerais à la vie, à la mort, et mon cœur s'amourage d'une autre. Ma vie oscille entre l'euphorie et la honte, et je ne peux plus vivre comme ça. Alors je te demande la permission. S'il te plaît, si tu m'aimes, pourras-tu accepter que je finisse ma vieille vie autrement qu'en attendant de te rejoindre ? Les larmes aux yeux, je viens te demander pardon, pardon. Pardon de n'avoir pas su attendre dans la solitude de te rejoindre là-haut. Pardon de m'être surpris à en chérir une autre. Pardon que tu ne sois pas parfois la première personne à qui je pense le matin. Pourras-tu seulement entrevoir comme je suis désolé ? Et comme j'aimerais te dire tout ça, plutôt que d'étaler des pattes de mouche sur un vulgaire papier à lettres ? Je suis tellement navré, ma chère Élie. Je n'ai pas voulu te faire de peine, tu sais. Je me suis laissé emporter par la légère torpeur que me procurait sa présence. Et une chose après l'autre, nous avons fini par nous donner rendez-vous de plus en plus souvent, connaître les habitudes de chacun, se comprendre sans se parler. Sa douce fraîcheur a rouvert des portes en mon âme que je croyais closes à tout jamais. Elle m'a fait comprendre que l'avenir que je pensais tracé et monotone pouvait être une seconde vie et un renouveau. Elle a réussi, du haut de sa petite personne frêle et naïve, à me faire tour à tour pleurer de joie et pleurer de douleur, parfois même un amer mélange de ces deux sensations extrêmes. Elle a capturé mon être tout entier et m'a fait faire 1000 rêves dont je n'ose encore voir les contours, une fois les yeux ouverts. Je voudrais tellement que tu sentes ce que je ressens, que tu comprennes mon dilemme, que tu puisses me donner ta bénédiction ou ton interdiction. Mais je sais que ce n'est pas possible. La vie n'est pas aussi simple. Cette décision n'appartient aujourd'hui qu'à moi. Et j'ai dû décider en mon âme et conscience de ce que j'étais prêt à faire comme sacrifice. Celui de rompre ma promesse envers toi en laissant une nouvelle chance à la vie, ou celui de finir vieux et seul à te chercher chaque matin à tâtons dans notre si grand lit. Elle s'est approchée de moi hier soir.
et m'a ouvert son cœur tout entier. Je la regardais chercher les mots pour me cueillir, pour me faire comprendre que la vie à deux serait d'une beauté sans pareille, qu'il serait plus drôle, plus doux d'attendre le dernier sommeil côte à côte plutôt que chacun dans sa solitude. Je la regardais me tendre la main, à moi, sans que je puisse vraiment mesurer la chance de côtoyer quelqu'un de si pur et doux qu'elle. Je l'ai serrée dans mes bras, serrée si fort que j'ai dû lui faire presque mal. Je l'ai tenue tout contre moi, un bref instant qui m'a semblé des heures. Juste nous deux dans la pénombre de la soirée. Juste deux silhouettes enlacées qui n'ont besoin de rien d'autre. Son parfum flottait dans l'air et m'enveloppait de bonheur, son corps tout pressé et tremblant contre le mien. Alors j'ai pris son visage dans mes mains, comme on prélève un fruit délicat. Je l'ai embrassé sur le front, plus doucement que la caresse d'une rose, et j'ai répondu « Pourquoi pas ?» Bataille de brosses à dents. Pourquoi pas voir des brosses à dents dans le rayon hygiène d'Auchan qui se battent entre elles? Le combat se joue entre une brosse à dents en plastique, une brosse à dents électrique et une brosse à dents en bambou. Un jour, une cliente arrive au supermarché pour acheter une brosse à dents. Elle est surprise, elle tend l'oreille et elle entend les brosses à dents parler. La brosse à dents en plastique dit à la brosse à dents électrique « T'es nulle, tu coûtes trop cher !» La brosse à dents électrique lui répond « Mais toi, t'es pas bonne pour la planète, espèce de sornitude !» C'est là que la brosse à dents en bambou s'en mêle. « Yo les meufs, arrêtez de dire n'importe quoi, c'est moi la meilleure, je suis trop bonne pour la planète, je pollue pas et je suis trop cool, c'est comme elle limpide. » Les deux lui répondent « Tu t'es regardé, espèce de bout de bois, tu te crois digne d'une galerie d'art ?» Les trois brosses à dents commencent à se disputer, à se bousculer, et la brosse à dents en bambou tombe par terre et la cliente la ramasse. Elle se dit alors « Parfait pour le recyclage, je vais en prendre 4 pour toute la famille. » Les deux autres brosses à dents sont tristes et la brosse à dents en bambou dit « Je suis super contente d'arriver dans une grande famille. » La tête en bas. Pourquoi pas la folle allure d'une écriture, son altitude? Pourquoi paratonnerre, parapluie, paradis, parachute? Pourquoi pas vol de nuit? Pourquoi pas Saint-Exupéry à la margelle de mon puits? Pourquoi lire? Pourquoi pas lire? Pourquoi nourrir les hirondelles? Pourquoi concours? Et pourquoi pas concourir? Pourquoi tout ça pêle-mêle? Pourquoi pas je? Pourquoi pas je? Pourquoi parier? Sur qui, sur quoi? Pourquoi pas croire et pourquoi pas sauter le pas? Pourquoi pas ci, pourquoi pas ça et pourquoi ça dérape? Pourquoi passent les cigognes et pourquoi loin s'en faut? Pourquoi Saturne et ses anneaux? Pourquoi des ronds dans l'eau? Et pourquoi pas le pourquoi pas? Ce fier trois-mâts glissant silencieusement sur la galerie des glaces. Et pourquoi pas les trois rois mages traversant la nonette à la nage? Pourquoi pas l'un? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi limpide? Pourquoi l'autre et amont? Pourquoi pas dissection rimant avec transformation? Pourquoi table ou parapluie? Mais ce mot-là est déjà dit. Et pourquoi pas la tête en bas? De son trapèze, la femme oiseau d'un seul regard te cloue d'amour. Ton cœur est un croissant tout chaud, il exhale des mots sans dessus-dessous, c'est à toi qu'elle envoie sa ceinture dorée incrustée de baisers. Et tu crois la saisir, et pourquoi pas le bonheur à portée de ta main? Et pourquoi pas un mot de folle allure et d'altitude, tombé en 1000 étoiles d'un ciel de chapiteaux, un mot qui se balance et vient moquer le sort. Un mot qui roule le tambour de la fête, un mot forain, un mot de foule et de délire. Et pourquoi pas ce mot? Tu l'entends? Sornitude. Il s'invente à pas de géant en latitude ou longitude à la recherche d'un lapin blanc. Écoute ce mot valise à emporter le vent. Et pourquoi pas ce mot, admis au dictionnaire un jour de guilans neufs et cocottes en papier, de celles qui bâtiraient leur nid dans des pages envolées. Ce mot de folle allure et d'altitude, sans boussole, aussi vaste qu'un océan, ce mot rêve qui contiendrait à lui tout seul un fol espoir, et tous nos pourquoi pas. Doute.
Écoute, j'appelle le directeur de la galerie d'art et je te redis ça demain, d'accord ? Lançai-je à mon ami. Oui, bien sûr. Allez, à plus, Sornel. Je réprimai une grimace en l'entendant. Il n'y avait rien à faire. Même après 22 ans, je ne supportais toujours pas le prénom ridicule dont mes parents m'avaient affublé. On pourrait presque croire qu'ils me détestaient. Mais est-ce seulement possible de détester un être humain que l'on ne connaît que quelques heures avant de l'abandonner ? Je secouai la tête pour me débarrasser de ces pensées indésirables et souris pour retrouver ma bonne humeur. Je franchis les dernières marches rapidement, désireux de retrouver le confort de mon appartement. Ce n'est pas humain de sortir aussitôt un dimanche matin, pensai-je avec amusement. Et pourtant, je le faisais toutes les semaines, parce que pour elle, je ferais n'importe quoi. Je rentrai, refermai la porte derrière moi et déposai mon manteau dans l'entrée. « Alors » s'enquit-elle, « il restait des pains au chocolat ?»« Non, » répondis-je en retirant mes chaussures, « il n'y avait même plus un seul croissant », ajoutai-je alors que je m'approchais de la cuisine. Je m'appuyai contre le chambranle de la porte, les mains dans le dos et un air faussement contrit sur le visage. J'eus du mal à contenir mon rire quand je croisai son regard triste. « Oh non, mais comment ça se... » Elle s'interrompit et un sourire vint briser sa mine déçue. « Tu te moques de moi, pas vrai ?» « Absolument, acquiesçai-je en m'avançant vers elle et en dévoilant le sachet que je tenais à la main. Elle m'offrit une moue faussement boudeuse et je l'embrassai pour la faire disparaître. Je la sentis sourire contre mes lèvres et une bulle de bonheur réchauffa ma poitrine. Je m'assis au bout de la table et posai les pains au chocolat. « Eh bien, moi, j'ai préparé le thé, m'informa-t-elle en se levant pour aller chercher 2 tasses fumantes. Je l'observais alors qu'elle s'éloignait. Ses longs cheveux châtains ondulés tombaient au creux de son dos, sur son pull gris perle, rentré dans ce jean rouge qui dévoilait subtilement sa silhouette. Elle se retourna, riant à cause de la vapeur qui avait recouvert ses lunettes. La bulle dans ma poitrine enfla encore un peu quand je l'entendis. Elle revint s'asseoir près de moi après avoir posé les tasses sur la table. Voyant que je la regardais, elle se mit à faire de même, la joue posée contre sa main. Je me perdis un instant dans les traits délicats de son visage, sa peau mate, ses lèvres attirantes, ses iris aux nuances chocolat, et je fis soudain face à l'absurde réalité. Juste devant moi, dans le reflet de ses lunettes, mon reflet semblait me narguer. Des cheveux noirs, peut-être beaux mais à l'implantation anarchique, des yeux de la même couleur, 2 grands puits sans fond, une peau blanche, trop blanche, presque maladive, une bouche trop fine, trop large. Oui, elle était absolument, incroyablement, presque indescriptiblement magnifique. Mais alors, pourquoi moi ? Moi, juste un énième mec sans originalité ? Pourquoi ? Je n'étais rien de spécial, je n'avais pas de talent particulier, je n'avais même pas vraiment de qualité. Pourquoi ? Je n'étais rien, juste banal à en mourir. Pourquoi ? Personne ne voudrait de moi, alors qu'est-ce qu'elle voyait en moi ? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien voir si même moi je ne voyais rien ? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien voir si même mes propres parents n'avaient rien vu en moi ? Chérie, murmura soudain une voix douce, tu me refais une face de sornitude, là. Je sentis sa main se poser sur ma joue. Je revins à la réalité et enfin je transperçai ce maudit reflet pour me plonger dans ses iris. Ils étaient pleins de tendresse et je sentis mon cœur se réchauffer en un instant. Désolé, mon amour. Tu savais à quoi t'attendre en épousant un écrivain. Ils sont toujours un peu torturés, murmurai-je avec un sourire, en me blottissant contre sa paume. Et ça ne me dérange pas parce que ça fait partie de toi, me répondit-elle, et que je t'aime. Elle m'embrassa et je sentis la bulle de bonheur se reformer en moi. La crise était passée, et comme toujours, c'était grâce à elle, à sa patience, sa douceur, son amour. Oui, elle était parfaite. Et c'était bien moi qu'elle avait choisi. Alors, peut-être que la question n'était pas « pourquoi ?», mais « pourquoi pas ?»
le potiron. Pourquoi pas? Mais je ne vais pas le tuer quand même. Si tu souhaites hériter de toutes les terres de ton père, c'est le seul moyen. Juste la moitié me suffirait. Tu sais bien qu'à la mort de ton père, toutes les terres reviendront à ton frère. Tu as beau être l'aîné, il est roux, il héritera de tout. Depuis 2024, la préservation de l'environnement avait été placée en préambule de la Charte des Nations Unies. Cela avait été une avancée extraordinaire. Toutes les politiques des gouvernements, les projets de construction, les biens et les services échangés devaient, avant tout, préserver la nature. Cela n'avait pas suffi pour éviter la submersion des îles polynésiennes et des exodes massifs de population. Mais de nombreuses espèces animales avaient pu être sauvées. Un phénomène surprenant avait néanmoins échappé à l'ensemble des spécialistes. Le nombre de roux déclinait fortement dans le monde depuis le début du XXIe siècle. Au même titre que les abeilles ou les ours polaires, les femmes et hommes roux étaient devenus une espèce menacée. Plusieurs hypothèses avaient été formulées, comme le brassage grandissant des populations, le nombre croissant d'additifs dans les shampoings ou une transformation génétique qui avait échappé à tout contrôle. La plus grande avancée avait été réalisée par une équipe irlandaise qui avait démontré que les cheveux roux absorbaient plus facilement les polluants atmosphériques que les autres teintes. Nombre de ces polluants étaient des perturbateurs endocriniens qui dégradaient la fertilité des hommes et des femmes. La pollution était telle qu'en 2054, on ne dénombrait pas plus de 3000 roux sur Terre et uniquement 2 couples de renards. Les poils de renard avaient malheureusement la même faculté à fixer les polluants mortifères. Les 4 derniers renards avaient été capturés et placés dans un territoire naturel suffisamment grand dont l'air était filtré et surveillé en permanence. Aucun miracle ne se produisit. Aucun renardeau ne naquit dans ces terres pourtant limpides, exempts de polluants. Les mâles ne s'approchaient pas des femelles et vice-versa. Cette espèce s'éteignit avec la mort de ses 4 derniers représentants. Certains voyaient là la preuve que l'homosexualité existait aussi parmi les mammifères. Pour d'autres, c'était le signe que ce qui était détruit par l'homme ne pouvait être réparé, malgré les moyens colossaux mis en œuvre. Les hommes furent touchés par la disparition des derniers renards de la Terre. Ainsi, la préservation de l'environnement ouvrit les cœurs et apporta une vague de tolérance. Sans précédent dans l'histoire. Concernant les humains roux, des lois avaient été promulguées afin de leur faciliter la vie. Tout était organisé pour que ce gène perdure. Les roux avaient de nombreux avantages et commodités. Ils vivaient heureux et c'était le meilleur moyen pour les inciter à se reproduire. Antoine était châtain, comme ses parents. Mais son frère était roux. Un miracle de la génétique, un improbable gène enfoui depuis des générations qui surgit à l'improviste sans carton d'invitation. Les lois étaient claires et intraitables. Le frère hériterait de tout. Leur père était le plus important maraîcher de la région. Son affaire tournait à merveille car tous consommaient des légumes locaux. L'époque des tomates en hiver était révolue. Le rythme des saisons était respecté. Antoine travaillait dur aux côtés de son père, tandis que son frère courait les jupons. Cela agaçait Antoine, mais il n'y pouvait rien. Les gènes de son frère étaient rares, il fallait les préserver. Antoine ressassait depuis plusieurs jours les paroles de son meilleur ami. Tuer son frère pour se libérer de ce qu'il considérait comme une injustice. Il avait 30 ans et il était bien plus costaud que son frère de 3 ans, son cadet. L'idée lui apparut un jour d'automne, où il venait de cueillir le premier potiron de la saison.
C'était un potiron énorme qui aurait pu lui casser un pied s'il lui avait échappé malencontreusement. Il exposa son plan à son épouse, qui résista quelque temps devant son idée saugrenue, mais elle céda devant son insistance. Ainsi, tous les soirs de cet hiver-là, ils burent, ensemble, un bol de soupe de potiron. Son intuition était la bonne. L'enfant qui naquit de leur union quelques mois plus tard était roux. Sa découverte fut confirmée par des études menées à grande échelle. C'était indéniable. La consommation répétée de ce breuvage par une femme enceinte donnait à coup sûr un enfant à la chevelure rousse. Il avait trouvé la parade. La disparition des roux n'était plus un risque. Les lois les protégeant furent abolies. Antoine pouvait enfin entrevoir avec sérénité son avenir de maraîcher. Son frère, voyant son assurance vie disparaître avec cette découverte, s'investit également dans la ferme de ses parents. C'était lui qui, désormais, mettait en bouteille cette fameuse soupe au potiron qui serait distribuée dans le monde entier. Cette découverte eut néanmoins des effets collatéraux surprenants. À partir de cette époque, plus aucune femme enceinte n'osa manger de soupe au cresson. Monsieur Georges. Lui, c'est un vieil instit tout gris. D'ailleurs, c'est la couleur de sa blouse, grise. Enfin, au départ, elle devait être noire, il y a 100 ans peut-être. Mais avec les lavages et la poussière de craie qui s'accumule, elle est devenue grise. Grise comme le teint de Monsieur Georges, comme s'il avait subi la même transformation que sa blouse avec tout ce temps passé en classe. Elle, c'est Cécile. Elle a 10 ans. Et Monsieur Georges la terrifie depuis sa rentrée en CM2 il y a quelques semaines. Elle le connaît depuis longtemps, depuis qu'elle est entrée au CP, car Monsieur Georges règne sur la petite cour de récréation où il impose une discipline d'un autre temps. La légende raconte même qu'au début de sa carrière, il cachait une ceinture derrière son dos pour décourager les plus turbulents. Bon, c'était du temps où le père d'Anne-Brigitte, la grande amie de Cécile, était dans la classe de Monsieur Georges. C'est tellement incroyable que le papa d'Anne-Brigitte, chauve aujourd'hui, ait pu se retrouver un jour enfant dans la classe de Monsieur Georges. Cécile sait bien que la ceinture a disparu. C'était au Moyen-Âge. Et puis, avant que Monsieur Georges ne fasse un infarctus, mais peut-être qu'on dit infarctus, Cécile ne sait pas bien. N'empêche, Monsieur Georges, c'est une autorité dans ce monde de la primaire. Et quand Cécile passe la porte de sa classe, c'est toujours avec une certaine appréhension. Jusqu'à présent, elle n'avait connu que des maîtresses. Elle ne pensait même pas que cela puisse être autrement. Des maîtresses classiques des années 70 dans une petite ville de province, sévères, mais avec une exigence bienveillante pour les bonnes élèves comme elle. 2 jours après la rentrée, Cécile, vaccinée avec une aiguille de xylophone, comme disait sa grand-mère, était en grande conversation avec Anne-Brigitte, alors que Monsieur Georges terminait de dicter les devoirs pour le lendemain. Sans aucun signe avant-coureur, une de ces fameuses craies dont la réserve gonfle la poche de la blouse de l'instituteur est venue atterrir avec fracas sur leur pupitre, stoppant net leurs confidences enfantines. « Mesdemoiselles, on arrête avec ces sornitudes. Concentrez-vous, ou vous aurez affaire à moi. » Depuis, bien sûr, elles se font oublier. Elles n'ont pas envie d'être séparées ou risquer de se retrouver assises à côté d'un de ces horribles garçons, ou pire, de recevoir une craie sur la tête. Alors ce jour-là, Cécile est inquiète. Elle a fini trop vite ses exercices de maths et Anne-Brigitte est très concentrée pour terminer les siens. D'un côté, elle est presque sûre d'avoir tout bon, car elle a tout compris des fractions et elle sait que ça va plaire à Monsieur Georges. Mais en même temps, elle devine aussi qu'il n'aimerait pas la voir bâiller aux corneilles. Alors, dans une impulsion mêlée de trac, elle ose lever le doigt. « Oui,
Tu peux lire en attendant, répond-il à sa question avec une légère pointe d'agacement. Alors elle se fait discrète et sort de son cartable les vacances du petit Nicolas, qu'elle a commencé la veille à la maison. Pas un bruit. Monsieur Georges fait les 100 pas, les mains jointes derrière le dos. Cécile ne voit rien. Elle a plongé en apnée dans le silence de la classe. Elle serait dans son lit sous la couette avec sa lampe de poche, ce serait pareil. Brusquement, comme une sonnerie de portable dans une salle de théâtre 30 ans plus tard, un rire aussi aigu que déplacé éclate. La blouse grise se retourne aussi sec. Monsieur Georges lance un regard foudroyant. Le temps est suspendu. La terreur envahit Cécile alors que l'humour de Goscinny continue de se diffuser dans son cerveau. Le mélange de sensations est détonnant. Elle ne sait plus où elle se trouve, en même temps qu'une onde de panique se propage dans toute la classe. Les yeux de Monsieur Georges glissent de la fillette à la couverture du livre où le dessin de Sampé donne vie au petit Nicolas. Finalement, il libère un gloussement qu'on n'avait jamais entendu de mémoire d'élève. Il s'approche de Cécile qui s'est transformée en statue et passe sa main presque affectueusement dans ses cheveux d'enfant, un léger sourire sur les lèvres. Tu viendras faire un exposé de ta lecture à tes camarades quand tu auras fini ton livre. Disons la semaine prochaine ? Elle reste coite, la bouche ouverte, et reprenant sa respiration, finit par murmurer « D'accord, pourquoi pas ?» Like a virus, need a body, soft tissues, feet and blood. Someday I find you, the urge is here. Ooh, ooh, Mushroom on a tree trunk as a protein transmutates. I knock on your skin and I am in.